La gravitation est-elle vraiment une force ? Je vous propose de revenir sur le principe d'équivalence afin de comprendre ce qu'Einstein a développé dans sa théorie de la relativité générale. Qu'est-ce que le principe d'équivalence ? C'est l'idée selon laquelle la chute libre d'un corps annule la sensation de gravité. Et cette idée conduit Einstein à énoncer le principe d'équivalence entre la gravitation et l'accélération. Si on tombe à la même vitesse que la gravité nous attire sans résistance, comme un astronaute flottant en orbite, inversement, une accélération peut mimer une gravitation. Par exemple, si je suis enfermé dans une cabine, sans voir l'extérieur, je ne peux pas savoir si ma cabine est au repos sur Terre, donc subissant la pesanteur, ou si elle est dans l'espace accéléré uniformément, donc mimant la pesanteur. Ces deux situations sont strictement équivalentes. En appliquant ce principe d'équivalence à la lumière, Einstein réalise que même la lumière peut être déviée par la gravitation. Reprenons l'exemple de la fusée. Dans la fusée accélérée dans l'espace, un faisceau lumineux la traversant paraîtrait courbé à cause de l'accélération. Donc, par équivalence, dans la cabine immobile sur Terre, soumise à la gravité, ce rayon qui la traverse serait également courbé. Einstein en tire donc une conclusion frappante: la gravité courbe la lumière même si celle-ci n'a pas de masse, ce qui implique que la gravité n'est pas une force, mais une déformation de la géométrie de l'espace-temps. Selon la théorie de la relativité générale, on peut donc dire que la gravitation n'est pas une force au sens classique du terme, comme chez Newton, mais plutôt une manifestation de la courbure de l'espace-temps causée par la présence de masse et d'énergie. Les objets en chute libre, comme une pomme tombant d'un arbre ou un satellite en orbite, ne sont pas attirés par une force invisible, ils suivent simplement les trajectoires les plus droites possibles, appelées géodésiques, dans un espace-temps déformé par la masse environnante. La Terre, en raison de sa masse, courbe l'espace-temps autour d'elle comme une balle lourde qui serait posée sur un drap tendu crée une dépression. Cette déformation modifie la géométrie de l'espace-temps et les objets, y compris les personnes, suivent des trajectoires géodésiques qui sont les chemins les plus naturels dans cet espace courbé. Quand on est sur Terre, notre corps veut suivre une géodésique qui le mènerait vers le centre de la Terre, car c'est la direction dans laquelle l'espace-temps est le plus courbé. Cependant, le sol nous empêche de tomber vers le centre, en exerçant une force de contact, une résistance, pas la gravitation elle-même. Et c'est ça qui nous maintient en place. Donc, ce que nous percevons comme une force gravitationnelle est en réalité le résultat de notre mouvement dans un espace-temps courbé contraint par la surface de la Terre. Cependant, chez Newton, la gravitation est une force attractive proportionnelle aux masses et inversement proportionnelle au carré de la distance, agissant instantanément à distance. Cette vision fonctionne très bien pour décrire la plupart des phénomènes quotidiens ou à faible intensité, à l'exception de subtilités que je vais décrire par la suite. Pour savoir qui a raison entre Einstein et Newton, il faut se baser sur des critères scientifiques objectifs, les prédictions théoriques confrontées aux observations et expériences. Ni l'un ni l'autre n'a tort. Mais Einstein offre une description plus complète et précise, surtout dans des situations extrêmes. On va donc essayer de trancher pour connaître la véritable nature de la gravitation, étape par étape. Premièrement, les domaines de validité. La loi de Newton est une approximation excellente pour les champs gravitationnels faibles, comme sur Terre, et les vitesses bien inférieures à celles de la lumière. Elle est plus simple à calculer et suffit pour l'ingénierie. Par exemple, lancer une fusée ou calculer les marées. La relativité générale d'Einstein englobe la loi de Newton comme un cas limite, mais elle prédit des effets supplémentaires que Newton ne peut pas expliquer. Deuxièmement, des preuves expérimentales en faveur d'Einstein.
la déviation de la lumière. Elle a été confirmée en 1919 lors d'une éclipse solaire par Arthur Eddington. La lumière des étoiles est déviée par le Soleil, exactement comme prédit par Einstein et non par Newton, qui prévoyait une déviation 2 fois moindre si on adaptait sa théorie. Le déplacement du point le plus proche du Soleil sur l'orbite de Mercure. En effet, le point sur l'orbite de Mercure, où la planète est la plus proche du Soleil, se déplace lentement avec le temps au lieu de rester fixe. Newton avait prédit une orbite incorrecte alors qu'Einstein a fourni un calcul parfaitement exact de ce déplacement, grâce à la courbure de l'espace-temps due à la masse du Soleil décrite dans sa relativité générale. La dilatation gravitationnelle du temps. Les horloges fonctionnent plus lentement dans un champ gravitationnel intense. D'après la relativité générale, le temps s'écoule plus lentement à proximité d'un objet massif où l'espace-temps est davantage courbé. Donc, plus on se rapproche du centre de la Terre, plus le temps passe lentement, même si aucune force gravitationnelle ne s'exerce, à cause de la courbure de l'espace-temps et de la profondeur du potentiel gravitationnel. Comme par exemple la profondeur d'un puits créé par la gravité autour d'un objet. Plus on est bas dans ce puits, plus il faut d'énergie pour en sortir. Du coup, en exagérant un peu, on peut dire que nos pieds vieillissent légèrement moins vite que notre tête, car ils sont plus près du sol, là où le temps passe un peu plus lentement. Ce même effet explique aussi pourquoi le noyau de la Terre vieillit un peu moins vite que sa surface. Sur plusieurs milliards d'années, l'écart atteint environ 2 ans et demi. On a dit que plus on se rapproche du centre de la Terre, plus le temps passe lentement, même si la gravité y est nulle. Donc, par extension, on pourrait dire que le temps s'arrête au centre de la Terre. Mais non, le temps ne s'arrête pas, car le potentiel gravitationnel est toujours négatif. Il devient moins négatif à mesure qu'on s'éloigne du centre de la Terre, atteignant zéro loin de toute gravité. Au centre, il vaut environ moins 9,38 fois 10 puissance 7 joules par kilogramme et à la surface, moins 6,26 10 puissance 7 joules par kilogramme, donc moins bas. Plus on s'approche d'une masse, plus le potentiel gravitationnel est très négatif et le temps ralentit selon la relativité générale. Mais alors, que se passe-t-il dans une singularité ? Pour rappel, une singularité est le centre d'un trou noir où la densité devient infinie. Le potentiel gravitationnel tend vers moins l'infini, ce qui entraîne une dilatation extrême du temps. Le temps ralentit infiniment et pour un observateur extérieur, il semble s'arrêter. Dans la théorie de Newton, le temps est absolu et ne dépend pas de la gravité, donc la question ne se poserait même pas. Le phénomène de ralentissement du temps est aussi mesuré concrètement dans les systèmes GPS où il est nécessaire de corriger l'écoulement du temps prévu par la relativité pour obtenir une précision de quelques mètres. Je vous renvoie à ma vidéo précédente, le décalage temporel des satellites. Une autre preuve en faveur d'Einstein, les ondes gravitationnelles. Elles ont été prédites par Einstein en 1916 et détectées en 2015 par LIGO lors de la fusion de trous noirs. Mais cela était inconcevable dans la théorie de Newton. Très brièvement, une onde gravitationnelle est produite lorsque deux objets extrêmement massifs, comme des trous noirs, orbitent rapidement l'un autour de l'autre ou entrent en collision. Leur mouvement intense perturbe la structure de l'espace-temps, générant des vibrations. Ces perturbations se propagent à travers l'univers sous forme d'ondes gravitationnelles à la vitesse de la lumière. Ces ondes peuvent légèrement étirer ou compresser les objets qu'elles traversent. Cet effet est incroyablement faible, à tel point qu'Einstein pensait qu'on ne pourrait jamais les détecter. Autre preuve, les lentilles gravitationnelles et les trous noirs. Ces deux phénomènes illustrent de manière spectaculaire la géométrie courbe de l'espace-temps décrite par Einstein. Observée grâce à des télescopes comme Hubble ou le télescope Even Horizon, qui a capturé la première image du trou noir M87 en 2019,
Ces phénomènes montrent comment la matière et la lumière se comportent dans un espace-temps déformé. Une lentille gravitationnelle se produit lorsque la lumière d'un objet lointain, comme une galaxie, est déviée par la gravité d'un objet massif tel qu'une autre galaxie ou un trou noir sur son trajet vers nous. Ce processus agit comme une lentille optique, déformant ou amplifiant l'image de l'objet lointain, parfois sous forme d'arc ou d'anneau. Ces observations confirment la théorie d'Einstein sur la courbure de l'espace-temps. La théorie de Newton, bien qu'approximative, excelle par sa simplicité pour les calculs dans des situations courantes, comme les orbites planétaires ou la chute d'objets sur Terre. Elle est toujours enseignée et utilisée car elle donne des résultats très proches de la réalité dans des conditions de faible gravité et de vitesse lente, sans nécessiter les équations complexes de la relativité générale. Malgré ses limites, elle reste pratique pour l'ingénierie ou l'astronomie classique, même si la courbure de l'espace-temps décrite par Einstein a été confirmée avec une grande précision par des observations comme la déviation de la lumière, les lentilles gravitationnelles ou les ondes gravitationnelles. Mais Einstein n'est pas infaillible. La relativité générale, bien que validée par des mesures précises, ne s'accorde pas avec la mécanique quantique, due au problème de la gravité quantique. La gravité quantique à boucle ou la théorie des cordes cherche à unifier ces deux cadres, mais aucun consensus n'a encore été atteint. Toutefois, la théorie de la relativité générale n'a jamais été contredite par des expériences dans son domaine d'application, c'est-à-dire la gravitation. Au contraire, des observations précises, comme celle de la sonde Cassini en 2002, qui a mesuré des effets gravitationnels près de Saturne, ou des pulsars binaires, des étoiles en rotation rapide orbitant l'une autour de l'autre, confirment que les prédictions d'Einstein sur la courbure de l'espace-temps sont extrêmement précises. Ces tests montrent que la relativité générale décrit correctement la gravité, même dans des conditions extrêmes. En résumé, Einstein a plus raison, car sa théorie passe tous les tests où Newton échoue, et elle unifie la gravité avec l'espace-temps. Mais la science n'est pas une question de gagnant ou perdant. Newton a posé les bases, Einstein les a raffinées. Si de nouvelles observations, par exemple dans les trous noirs ou l'univers primordial, contredisaient la relativité générale, on réviserait à nouveau ce concept. C'est ainsi que progresse la physique.